on parle d'embellissement de la vie. C'est le premier tome d'un manuel d'embellissement de la vie, parce que nous considérons que c'est une façon d'embellir son existence, que de se poser des questions, que d'avoir l'esprit ouvert sur toutes les énigmes de l'histoire, de l'homme et de l'univers. Oui, d'ailleurs, vous écrivez, Louis Powell, c'est là, je vous reprends, vous dites, attendez, que les esprits sont comme les parachutes, ils ne fonctionnent que lorsqu'ils sont ouverts. Oui, Oui, et mais, ne pas se casser la figure, c'est aussi une manière d'embellir son existence, mais à n'est-ce côté pas? de ça, vous dites tous les deux que vous êtes très modestes. Ça, c'est pas vrai. Aussi, aussi. Si, parce que nous ne prétendons pas enseigner une religion, nous ne prétendons pas affirmer une doctrine, nous émettons et nous faisons voyager le lecteur à travers une série de faits et d'hypothèses que nous émettons, que nous formulons avec une certaine modestie. Alors, Jacques Bergier est plutôt le scientifique, vous seriez plutôt le métaphysicien et le rêveur, Louis Powell. Je voudrais savoir quelle est la part du rêve fou et de la réalité scientifique dans l'homme éternel. On ne peut pas le dire. Dans l'état actuel, personne ne peut dire ce qui est rêve fou et ce qui est vérité scientifique. Disons que les hypothèses que nous proposons sont aussi extraordinaires que celles de Pasteur avec ses microbes, que celles de Darwin avec l'évolution. Qu'elles soient aussi vraies ou qu'elles soient complètement fausses, c'est l'avenir seul qui pourra le montrer. Mais en tout Je cas, pense qu'on nous ne peut pas parler de montrons... modestie, de toute Non, mais façon. nous montrons que ces hypothèses sont licites, qu'on a le droit aujourd'hui de remettre en question un certain nombre de doctrines qui apparaissent aujourd'hui fallacieusement comme fondamentales, comme par exemple l'évolution. Oui, mais quelles sont les questions que vous vous posez et qui vous paraissent les plus exemplaires, Louis Powell? Par exemple, une question dont l'hypothèse est due à Bergier, d'une sorte d'éternité de l'homme. Depuis que nous avons montré dans le Matin des magiciens que le passé humain était infiniment plus reculé qu'on ne l'imaginait, depuis 10 ans, les recherches ont montré que l'homme avait vieilli de 10 millions d'années, n'est-ce pas? On parlait de 600 000 ans, on est à 10 millions d'années en arrière. Voilà une hypothèse. Et nous disons, mais si l'homme existe depuis 10 millions d'années, il n'est pas pensable, il n'est pas imaginable, il serait tout à fait encore plus fantastique que nous le pensons, qu'il ait conquis des pouvoirs sur la nature et des possibilités techniques simplement depuis 150 ans. Alors, 150 ans sur 10 millions d'années. Alors nous faisons des recherches sur des civilisations disparues qui ont pu être elles aussi techniciennes. et puis Pas forcément scientifiques, mais techniciennes. il y a aussi les extraterrestres. Là, vous avez un exemple qui paraît assez troublant. Nous avons là repris, nous nous sommes entourés d'une documentation très soigneuse. Bergier pense que ce livre n'est pas un livre scientifique, c'est vrai, mais la documentation est infiniment soigneuse. Et en ce qui concerne les extraterrestres, nous sommes servis de la seule hypothèse qui est retenue. Deux des plus grands astronomes du monde, c'est Carl Sagan, l'astronome américain, et Shklovsky, le grand astronome soviétique, qui ont écrit un livre ensemble sur les énigmes de l'univers, et qui pensent que la seule hypothèse à retenir, c'est celle de la visite des Akpalou dans l'histoire avant Sumer. On retrouve ces documents dans Béros, qui était un prêtre de Babylone, et qui décrit la visite d'hommes en scaphandre, sortis de la mer, et qui auraient enseigné aux hommes l'agriculture, les fondements des mathématiques, de l'architecture, etc. Voilà en tout cas une hypothèse, mais cette hypothèse est retenue non seulement par nous, mais par deux savants universellement respectés. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, à l'heure actuelle, Jacques Bergier et Louis Powell, justement, d'être à l'origine d'une sorte de nouvelle religion, de gens qui se refusent à vérifier... Nous l'évitons Oui, mais, le plus possible. Qui se refusent à vérifier leurs rêves. Et ça, c'est peut-être un petit peu ennuyeux. Ah non, je crois qu'il ne s'agit pas de ça. Je crois que nous sommes peut-être à l'origine de tout un néo-romantisme, hein, Oui. de toute une utilisation aussi du fantastique et de nos thèses. Vous savez, je crois que le Matin des magiciens a donné naissance à un bon millier de volumes, à des films, à de la peinture, à de la musique, etc. Nous défendons tout à fait à l'origine d'une sorte de religion, mais vous savez, tous les problèmes que nous avons évoqués dans le Matin des magiciens comme dans l'homme éternel sont aujourd'hui la préoccupation d'un grand nombre de gens, en effet. Mais ce ne sont pas des gens qui ne vérifient pas Lesquels, leurs par rêves. exemple? Pardon. Quel problème?
Le problème des extraterrestres, la remise en question de la théorie de l'évolution, des fondements de la psychologie humaine, la recherche métaphysique, etc., etc. Enfin. Est-ce que L'homme éternel est un livre métaphysique, un livre de philosophie? C'est un livre qui peut être un livre de réflexion philosophique. C'est un livre aussi qui permet de rêver infiniment sur le passé et l'avenir de l'homme, mais dont la base documentaire est solide. Mais pourquoi l'homme est-il éternel? Parce qu'il n'y a pas de raison actuellement que la progression vers le passé s'arrête. Il y a 10 millions d'années, on retrouve le même homme. Il n'y a pas de raison pour que demain on n'en trouve pas ailleurs vieux de 20 millions d'années, puis de 30 millions d'années. Finalement, à notre échelle, à l'échelle de nos vies qui durent à peine un siècle, à l'échelle de nos civilisations qui en durent 2 ou 3, l'homme est éternel. Et ça, c'est une idée qui, à ma connaissance, est tout à fait nouvelle. C'est-à-dire que l'homme est sans doute une forme stable dans la nature et qui a pu apparaître et disparaître plusieurs fois. Et qu'est-ce que ça modifie dans notre façon de vivre et de penser? Eh bien, si l'homme n'est pas une machine, si c'est un phénomène fondamental de la nature, eh bien, tout être humain est une valeur sans prix. Il faut le respecter, il faut s'en préoccuper. Si sa naissance n'est pas simplement l'effet de mécanismes naturels aveugles, mais qu'il est en effet une structure fondamentale de la nature, ça fonde vraiment ce qu'on appelle l'humanisme.